régionales et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Et avec nous pour ce club, Jade Zab. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes essayiste, auteur de ce livre « Retrouver la République ». Samuel Lejoyeux, bonjour, merci d'être là également. Président de l'Union des étudiants juifs de France. Et avec nous depuis Tel Aviv, Daniel Sheikh. Bonjour, merci d'être là. Ancien ambassadeur d'Israël en France. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. On parlera avec vous de la montée de l'antisémitisme en France. Depuis le 7 octobre, il y a eu plus d'actes antisémites que durant toute l'année écoulée. On parlera du conflit entre Israël et le Hamas, de cette situation en Israël qui poursuit ces bombardements, ce qui provoque l'inquiétude de la France. Et Marion, on va parler avec vous de la question des otages. Oui, puisque 6 familles d'otages franco-israéliens et israéliens tenaient une conférence de presse, c'était à Paris ce mardi, et nous reparlerons de leurs attentes et de leurs demandes. Et on va évidemment parler de tout ça. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. Et l'actualité dans nos régions, c'est bien sûr cette tempête Kiran qui frappe le pays, le nord-ouest du pays et particulièrement la Bretagne qui a été violemment touchée ces dernières heures. Et justement, on va à Rennes retrouver Stéphane Beignet. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous, directeur de l'information de TV Rennes. Stéphane, la Bretagne qui a été frappée de plein fouet cette nuit. On va essayer de retrouver le son, Stéphane, parce qu'on a un petit peu du mal à vous entendre. On va essayer de rétablir la connexion depuis Rennes, puisqu'on le disait, hein, la Bretagne a été très touchée avec des records de vent qui ont été battus. On vous entend, Stéphane. Comment allez-vous? Et la nuit, on imagine, a été difficile du côté de chez vous. Oui, la nuit a été difficile, la nuit a été courte, on a vu passer vraiment les heures. On se rappelle de cette tempête du siècle, c'était en 1999, mais nous avons battu en région Bretagne de véritables records cette nuit avec notamment 207 km/h enregistrés à la pointe du Raz. Il y avait une très forte mobilisation, 12 000 sapeurs-pompiers en alerte sur tout le Grand Ouest. Et vous voyez évidemment des images très dures. Heureusement, pas de victimes à déplorer, énormément d'arbres arrachés, il y en a plus de 250 dans le Morbihan. En Finistère, eh bien, il y a eu énormément de vagues de submersion, il y a eu des rouleaux hauts de 12,30 mètres et bien évidemment un vent très fort dans les terres. On a l'habitude sur la côte, mais là, ce qui a vraiment marqué cette nuit bretonne, c'est le fort vent partout en Bretagne et dans l'Ouest. Il faut dire que dans les départements des Côtes-d'Armor, l'électricité pratiquement a été condamnée, un foyer sur deux. Cette nuit, les agents d'Enedis sont sur le pont évidemment pour rétablir l'électricité. On avait pris des mesures, les aéroports de Brest et de Quimper ont été fermés hier à 17h. Ils vont réouvrir à 9h30 ce matin. On a interdit dans certains secteurs la circulation, principalement dans le Finistère. Les poids lourds ne circulent pas. Et puis également, les TER et les TGV sont à l'arrêt jusqu'à vendredi 5h du matin. Seule la liaison Rennes-Paris en vitesse rapide est donc tolérée. Alors, ça a été vraiment d'une très rare violence, mais l'information quand même principale, outre des arbres arrachés, des toitures dévastées, quelques petits accidents de voitures sans gravité, il n'y a pas eu de lourds blessés cette nuit en région Bretagne. Effectivement, c'est l'essentiel. Stéphane, un petit mot rapidement sur les conséquences de cette tempête sur la Transat Jacques Vabre. Oui, la Jacques Vabre devait partir dimanche dernier. C'est une course en équipage, 4 catégories. Il y avait 200 marins sur l'eau. Et compte tenu vraiment de cette tempête annoncée, eh bien, seuls les ultimes, ces géants des mers qui vont très très vite, ont pu partir à destination de la Martinique en quittant Le Havre. En revanche, pour les Ocean 50s, les 50 pieds et les classes 40, les plus petits bateaux, 12 mètres de long, eh bien, ils se sont mis au chaud à Lorient. Ils vont attendre un deuxième départ,
pas avant lundi matin. Quant aux IMOCA, les bateaux qui font le Vendée Globe, eh bien, eux sont toujours à quai au Havre. Ils attendent la bonne fenêtre météo pour partir. Et juste un classement pour l'instant, c'est François Gabard qui est en tête de la catégorie des ultimes. Merci beaucoup Stéphane. On fera le point avec vous. On suivra évidemment cette transat Jacques Vabre. Et merci d'avoir été avec nous pour nous parler de cette nuit difficile du côté de la Bretagne. Merci beaucoup Stéphane Meignet. On va passer au grand débat de ce club. On va parler de ce conflit entre Israël et le Hamas et de ses conséquences en France. Mais d'abord, peut-être un mot avec vous, Daniel Sheikh. Je le rappelais, vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France. Vous êtes actuellement à Tel Aviv. Quel est le climat en Israël? Est-ce que l'opinion soutient toujours la stratégie de Benyamin Netanyahou? La stratégie n'est pas de Benyamin Netanyahou, la stratégie est d'un cabinet de guerre qui est actuellement composé de Benyamin Netanyahou et de certains ministres dont quelques-uns appartenaient jusqu'à il y a 15 jours à l'opposition. Donc il y a quelque chose, une sorte de construction politique ad hoc qui s'est formée. Je pense que l'opinion publique de manière générale est surtout solidaire. Il y a une entraide incroyable. Au moment où je vous parle, je parle du quartier général du Forum des familles des personnes kidnappées, des otages. C'est une opération de société civile entièrement bénévole qui a attiré des centaines, peut-être déjà des milliers de bénévoles pour soutenir ces familles de 240 personnes de l'âge de 9 mois à l'âge de 87 ans qui s'inquiètent évidemment terriblement pour le sort de leurs proches. Donc il y a sans doute un grand élan de solidarité un peu partout dans la société israélienne, ce qui est évidemment très beau. C'est évidemment, on aurait préféré ne pas devoir mobiliser ce genre de sentiments dans des circonstances tragiques comme nous les vivons, mais une fois que le drame s'est déjà produit, c'est mieux comme ça. Et je dirais, en plus, c'est une réflexion personnelle, il y a comme un nuage de tristesse qui s'est abattu sur ce pays. Les gens sont tristes parce qu'il y a eu énormément de morts, parce que ce n'est pas terminé, parce que pour beaucoup d'Israéliens, de voir des morts du côté palestinien, ça ne les réjouit pas. Mais c'est le genre de choses que l'organisation qui a choisi le début de ce drame, c'est-à-dire le Hamas, aurait dû y penser avant. Restez avec nous, évidemment, Daniel Sheikh, Jad Zahab, une réaction à ce que vient de dire M. Sheikh. Oui, on partage aussi en France l'effroi de la société israélienne qui a vécu des actes absolument abominables le 7 octobre dernier. Et M. l'ambassadeur rappelait que M. Netanyahou n'était qu'un membre de cette coalition. Alors je l'entends complètement. Il faut malgré tout pointer du doigt le discours qui n'a jamais été aussi droitier de Benjamin Netanyahou, notamment cette semaine, quand il parle du peuple de la lumière contre le peuple de l'obscurité. Il y a dans ses propos presque des mots d'ordre messianique, presque une guerre civilisationnelle qu'Israël devrait mener au Hamas, mais en réalité aussi aux Palestiniens. Et donc, moi je dis, et je le dis tout le temps, ne jamais associer, ne jamais assimiler la société israélienne à Benjamin Netanyahou, parce qu'il y a dans la société israélienne, et monsieur l'ambassadeur le rappelait à juste titre, beaucoup de gens qui sont contre, la dérive du gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. Ensuite, moi je crois en réalité que on s'éloigne de plus en plus, hélas, d'une solution à deux États. Et la position de la France doit être ferme, c'est celle du président de la République, c'est de dire oui, nous défendons le droit d'Israël parce que c'est le cas de se défendre face au Hamas, mais dans le même temps, nous ne pouvons ignorer la réalité de la situation sur place. Et je termine en 10 secondes, quand monsieur l'ambassadeur dit le Hamas a pris le risque, oui, mais la différence, c'est que l'État d'Israël n'est pas une organisation terroriste. Le Hamas est une organisation terroriste qui n'a ni foi ni loi. Et donc, j'allais dire, c'est très cynique, on ne peut rien en attendre. L'État d'Israël est un État qui, c'est vrai, ne reconnaît pas la Cour pénale internationale, mais qui, malgré tout, est un État de droit. Et donc la réponse d'un État de droit ne peut pas être la même que celle d'un groupe terroriste, sauf à tomber dans le piège qui nous est tendu, nous, démocratie occidentale. Et donc j'espère, à l'heure où on se parle, qu'Israël, bien qu'elle ait un Premier ministre d'extrême droite, ne tombera pas dans le piège qui nous est tendu
par le Hamas et par toutes les organisations islamistes qui, depuis des années, nous attaquent. Oui, oui. Une réaction simplement. Donc, moi, je commande pas, en tout cas, la politique de Benjamin Netanyahou. Je suis d'accord avec Jadzad quand il dit qu'il faut bien faire la différence entre, évidemment, la politique d'un État et sa société. Ça, c'est une chose. Par contre, vous avez commencé par dire, nous, en France, on est solidaires de ce qui s'est passé en Israël. Malheureusement, pas tout le monde. Et c'est là que c'est là finalement qu'ont commencé les problèmes en réalité. Quand on a vu les réactions dès le 7 octobre, on pouvait prévoir ce qui se passe ce qui se passe jusqu'à maintenant. Le 7 octobre, c'est le plus grand massacre de Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est des images. On continue à avoir des nouvelles. Là, ce matin, c'était ce viol collectif d'une femme devant son mari pendant des heures par des terroristes du Hamas. Je pense qu'on ne prend pas la mesure de ce qui s'est passé le 7 octobre. Ici, on n'en prend pas la mesure de ce que ça veut dire. Là, on a vu des bébés qui sont mis dans un four vivant. Enfin, on ne prend pas la mesure de l'abomination absolue, de ce qui est de l'ordre du crime contre l'humanité, de l'ordre de la volonté de briser une société par des images d'une atrocité que je crois on n'avait pas vue ces dernières années, depuis très longtemps. Ça, c'était la volonté du Hamas. Et malgré tout, ça aurait dû finalement entraîner une vague de solidarité mondiale envers le peuple juif touché dans sa chair. Et pourtant, dès le 7 octobre, il commence déjà à y avoir des justifications, il commence déjà à y avoir des gens qui vont dire oui mais, et finalement, il n'y a pas une limite qui est mise, il n'y a pas une conscience. Donc peut-être que aussi il faut, quand vous dites il faut être solidaire de la société israélienne. Les gens, vous visez une partie de la classe politique? Alors, pas seulement. Je vise évidemment la France Insoumise, le NPA et ses réseaux, parce que nous, on est dans les facs, et dans les facs, c'est marginal dans le débat public, le nouveau parti anticapitaliste. Dans les facs, c'est important, mais je vise aussi la société, je veux dire. Je vise aussi la société. Il y a eu des paroles politiques qui ont été importantes, mais dans la société, ça n'est pas passé véritablement. Donc voilà, donc ça a annoncé finalement la vague d'antisémitisme qui suit et dont on va parler. On va évidemment y revenir dans quelques instants. Mais Daniel Cheikh, monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous faire réagir à ce que disait Jadzad il y a quelques instants. Il rappelait la position d'Emmanuel Macron de cette solution à deux États. Est-ce qu'aujourd'hui, vous y croyez encore à cette solution à deux États? Est-ce qu'elle n'est pas caduque? La réponse est très courte et je vais utiliser le reste de mon temps pour en effet réagir à ce qui a été dit. La réponse est oui, j'y crois parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, il faut quand même le dire, cher monsieur, moi je suis probablement moins pro-Netanyahou que vous, mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la position de Benjamin Netanyahou et de son gouvernement d'extrême droite que je combats par tous les moyens démocratiques que j'ai, qui a suscité l'abomination du 7 octobre. Et de la même manière que vous distinguez entre le peuple et le gouvernement israélien, ce qui, à l'heure où on se parle, n'est pas justifié, parce qu'il y a un front très unifié dans ce pays, même de ceux qui n'ont aucune sympathie pour Benjamin Netanyahou. Vous ne pouvez pas non plus dire que nous faisons la guerre aux Palestiniens. Le Hamas et les Palestiniens, ce n'est pas la même chose. Et si vous êtes pour la solution des deux États et pour un avenir plus positif, plus optimiste pour le peuple palestinien, le Hamas, c'est votre ennemi, ce n'est pas votre allié. Bien sûr, mais monsieur l'ambassadeur, combien de civils palestiniens l'armée israélienne a-t-elle tué depuis la réponse du 7 octobre? Maintenant, c'est moi qui parle. Maintenant, c'est moi qui parle. Après, on va laisser Jadzad vous répondre. Finissez, Daniel Cheikh. Est-ce que vous condamnez les violences des colons en Cisjordanie qui n'ont jamais été aussi violentes depuis le 7 octobre? Après avoir été attaqué de cette manière, peut-être il fallait se contenter d'une plainte à la Cour pénale internationale. Le Hamas savait fort bien qu'il y aurait une guerre qui commencerait par une telle abomination. Et il n'y a pas d'autre choix. Je ne sais pas à quoi vous vous attendez. D'accord.
On va faire répondre Jadzab et je vous redonne la parole après, Daniel Cheikh. Alors moi, je suis assez ahuri d'entendre Monsieur l'ambassadeur nous dire il n'y a pas d'autre choix que d'aller massacrer des civils dans la bande de Gaza. Moi, je suis le premier et je le dis d'autant plus que je suis un franco-libanais et que ma position en tant que franco-libanais n'est pas toujours facile. On s'attend à ce qu'un franco-libanais déteste l'État d'Israël. Ça n'est pas mon cas. Je suis un défenseur du droit à Israël d'exister et du droit à Israël de se défendre quand il est attaqué. Mais je ne peux pas entendre un ambassadeur qui, par ailleurs, dans l'action, a fait beaucoup pour la paix, même si on n'y est pas arrivé, un ex-ambassadeur d'Israël, un ex-ambassadeur d'une démocratie, nous dire nous n'avons pas le choix que d'aller tuer des civils. Non, je ne m'y résous pas. Et donc, évidemment, dans la question de la proportionnalité de la réponse d'Israël, la différence entre le Hamas la différence entre le Hamas et l'État d'Israël est que l'État d'Israël est une démocratie avec un État de droit. Alors donnez-moi une proposition. Qu'est-ce que vous proposez, vous, tellement intelligent? Que M. Netanyahou voulait faire basculer dans une démocratie autoritaire avec une réforme du système de justice. Mais j'entends que l'État d'Israël a le droit de se défendre. Et je suis l'un des défenseurs du droit d'Israël à se défendre. Mais la réponse de l'État d'Israël me semble, mais je ne suis pas avocat en droit international, très largement disproportionnée. Et donc là-dessus, moi aussi, Monsieur l'ambassadeur, on se rejoint. Je défends la solution à deux États. Je dis simplement comment arriver à une solution à deux États quand nous avons des deux côtés, je dis bien des deux côtés, des morts civils par centaines, voire par milliers. Je fais un constat. C'est tout ce que je dis. Daniel Cheikh. Posez la question au Hamas. Pourquoi vous me la posez à moi? Je ne comprends pas. C'est moi qui ai suscité cette déflagration. Et quand vous dites que la solution israélienne qu'Israël a choisie, c'est de massacrer des civils, ce sont vos paroles, ce ne sont pas les miennes. Et c'est très clair. La solution israélienne était de poursuivre le Hamas, qui se cache derrière sa population civile, qui est le pire ennemi des Palestiniens, bien pire que l'État d'Israël. On va parler de la question des otages, puisque c'était évidemment une équation très importante dans ce conflit. Et plus le temps passe et plus l'inquiétude grandit, Marion, du côté des familles des otages. Oui, des otages qui sont au nombre de 240. C'était le dernier chiffre révélé par les autorités israéliennes. Parmi elles figuraient 9 Français. Depuis le début du conflit, 5 personnes ont été relâchées. 2 octogénaires israéliennes, 2 américaines et une jeune militaire, Ori Megidish, 18 ans, libérée lors d'une opération terrestre dans la bande de Gaza dans la nuit de dimanche à lundi. Pour le gouvernement Netanyahou, cette libération est bien la preuve qu'Israël peut à la fois faire la guerre et en même temps libérer des otages. Mais les familles, elles, craignent pour la vie de leurs proches. En début de semaine, le Hamas avait lui proposé d'échanger les otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. Ce même Hamas qui a annoncé hier que 7 otages, dont 3 détenteurs de passeports étrangers, avaient été tués lors d'un bombardement israélien sur un camp de réfugiés au nord de la bande de Gaza. Et ce mardi à Paris, 6 familles d'otages franco-israéliens et israéliens tenaient une conférence de presse. Oui, pour alerter les autorités françaises, mais également l'opinion publique sur le sort de leurs proches, des Israéliens, des franco-israéliens dont elles n'ont aucune preuve de vie. Elles avaient apporté avec elles des photos, dénoncé évidemment les crimes commis le 7 octobre, des crimes contre l'humanité, ont-elles dit. Lors de cette conférence de presse, nos journalistes Jérôme Rabier et Popeo Coppola ont notamment rencontré Olivier, qui a perdu plusieurs membres de sa famille le 7 octobre. 3 d'entre elles sont aujourd'hui détenues. Écoutez ce que lui et les autres familles demandent aujourd'hui. Ce que les familles d'otages demandent, c'est la libération immédiate, sans condition, le plus vite possible. D'abord, s'il n'y a pas une libération immédiate des signes de vie et une assurance que des ONG comme la Croix-Rouge ou d'autres puissent rencontrer les otages et pour certains leur donner des médicaments. Il y a une vraie demande par rapport à la Croix-Rouge qu'elle puisse effectivement rencontrer les otages. Et puis lors de cette conférence de presse, on a pu sentir le clivage qui existe quant à la stratégie à adopter pour obtenir la libération des otages. Certains disent on ne négocie pas avec le Hamas, c'est la ligne du gouvernement israélien. D'autres, il faut penser aux otages avant tout. Et je vous propose d'écouter à ce sujet 2 intervenantes. The priority should be first bring back the hostages before anything else. But I do know that publicly what Israel government is stating is not prioritizing the hostages first. And that is something that is unacceptable in my eyes. We cannot sit and wait for them to bring by their own will back our families. We need to do something. And if it's not by
negotiation. It should be by military action. Et ces familles demandent également à la France, mais aussi à la communauté internationale de faire pression sur le Hamas, mais aussi sur le Qatar pour libérer les otages, le Qatar où résident certains membres du groupe terroriste. Ouais, on a entendu, Daniel Sheikh, ce clivage sur la stratégie à adopter. On a entendu ces familles d'otages. Quelle doit être la bonne stratégie, selon vous, à adopter face à ces otages qui, évidemment, on imagine, changent la donne dans la riposte d'Israël? Alors, l'affaire des otages et le monde dans lequel je suis entièrement plongé depuis 15 jours, je connais toutes ces personnes. La dernière jeune femme avec les cheveux bouclés qui a parlé, c'est une médecin, elle s'appelle Adva. Sa sœur est enlevée, oui, celle-ci. Et sa sœur, c'est un exemple, sa sœur est atteinte de la maladie de Crohn. Elle a besoin de médicaments, elle a besoin d'un régime particulier, sinon elle va mourir. C'est très simple. Et donc, l'urgence absolue, en ce qui nous concerne, c'est une intervention humanitaire de la Croix-Rouge pour acheminer au moins, c'est le strict minimum, les besoins médicaux les plus urgents pour... Il faut comprendre combien de cas de ce genre il y a. J'ai déjà mentionné la démographie de ce groupe de 240 personnes. Il y a des personnes âgées, il y a des nourrissons, des personnes malades, des diabétiques, des autistes, tout ce que vous pouvez imaginer. Et bon, quelle est la bonne stratégie? Ce n'est pas à nous de choisir. Nous sommes une organisation bénévole, nous ne remplaçons pas le gouvernement. Ce que nous exigeons et ce que je pense, c'est que, et d'ailleurs c'est aussi l'opinion publique qui le pense en Israël, c'est que la priorité absolue, la priorité numéro 1, c'est le retour des otages. Merci Daniel Sheikh, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce club. Je le rappelle, vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France. Vous étiez avec nous depuis Tel Aviv, merci infiniment. Samuel Lejoyeux, vous les avez rencontrés, vous, ces familles d'otages? Évidemment, on imagine leur angoisse. Oui, bien sûr. Je les ai rencontrés. J'ai passé pas mal de temps avec eux ces derniers jours, moins que Daniel Sheikh, mais tout de même, il y a deux choses que je voudrais dire et sur lesquelles je voudrais réagir. D'abord, vous avez vu dans le sujet, on a une famille d'otages qui critique la stratégie gouvernementale israélienne. Si un Palestinien fait ça et retourne en Palestine, il est mort dans la demi-heure. Je pense que avec la situation, il y a comme ça quelque chose dans l'air d'une mise sur le même plan, d'une mise en parallèle en ce moment entre Israël et la figure de Netanyahou particulièrement et le Hamas. On a d'un côté une démocratie qui fait ses choix, qu'on peut critiquer tout à fait, et d'ailleurs qui est critiquée en Israël beaucoup, partout dans le monde, et on a une organisation terroriste. Donc ça c'est important, et la question des otages vient aussi le rappeler. Il y a des femmes, il y a des vieillards, il y a des enfants qui sont aux mains d'une des organisations terroristes les plus terribles, les plus barbares au monde. Et je rappelle quelque chose, et il y a quelque chose quand même qui me frappe beaucoup. Il y a des Français, il y a des Français aujourd'hui qui sont aux mains d'une organisation terroriste abominable. Et je crois qu'il y a sur cette question-là un détachement dans la société française qui est extraordinairement frappant. Mais comment il est possible que ce ne soit pas dans toutes les bouches, dans toutes les têtes? Pourquoi j'ai l'impression que personne n'est effrayé par le sort, à la limite. S'agissant des Israéliens, bon, on peut dire que c'est des étrangers, mais il y a des gens, ce sont nos compatriotes. Ce sont, donc là, on dit des franco-israéliens. Donc quand on dit franco-israéliens, je rappelle, c'est des Français. Donc il y a des Français qui sont aujourd'hui aux mains d'une organisation qui, je le rappelle, met des bébés vivants dans le four. Donc oui, ça m'inquiète, et ça m'inquiète évidemment en tant que juif, en tant qu'humaniste, etc., mais en tant que Français. Et donc il n'y ait pas comme ça un mouvement de soutien global, général, pour ces personnes qui sont dans une situation dramatique ici en France.
moi, ça me sidère et ça engendre aussi, ça accompagne ce sentiment de solitude, ce sentiment de mal-être. Qu'est-ce que vous demandez ? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, mettre les photos de ces otages dans les journaux télévisés, comme ça a été le cas pour d'autres otages ? Oui, mais partout, il faut effectivement mettre ces photos partout. Et encore une fois... Sur les mairies, comme ça a été le cas aussi pour d'autres otages. Mais sur les mairies, mais au-delà de l'aspect technique, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'on a l'impression qu'en fait, mettre les photos de ces otages, ce serait prendre parti dans le conflit israélo-palestinien. C'est ça, en fait. Et à un moment, il va falloir arrêter ça. Il va falloir arrêter, au nom de cette pression qu'il y a autour de cette question israélo-palestinienne, oublier complètement toute valeur humaniste. On a l'impression, alors, donc, dénoncer l'antisémitisme issu de la haine d'Israël, ah non, on le fait pas parce que c'est rentré dans le conflit israélo-palestinien. Soutenir les otages, on le fait pas parce que non. Donc, en fait, c'est ça. La pression, elle est mise là-dessus. La pression, elle est que, en fait, les Juifs, aujourd'hui en France, ils vivent dans une position d'inquiétude atroce parce que y a nos frères et nos sœurs qui sont dans la bande de Gaza dans une situation atroce, il y a l'antisémitisme qui monte et personne ne dit rien parce que, vous comprenez, ça peut choquer je ne sais qui d'ailleurs. Donc là, il y a un vrai problème et c'est ça, à mon avis, sur lequel il faut se battre. Jadza. Je suis entièrement d'accord et je pense que cette question israélo-palestinienne a tendance à rétrécir le spectre du débat public et on est sommé de choisir pour ou contre, blanc ou noir. Et c'est l'un des pièges dans lesquels le Hamas et toutes les organisations islamistes qui nous attaquent depuis 20 ans veulent nous faire tomber. Ils veulent nous enfermer dans un conflit religieux. Ce serait selon eux les musulmans contre les juifs. Ça n'est évidemment pas le cas. Ils veulent nous enfermer dans un conflit où ce serait selon eux l'Occident contre l'Orient. Ça n'est évidemment pas le cas. Alors Éric Zemmour et son choc des civilisations est sans doute le seul à croire, mais sans doute souhaite-t-il que ça advienne aussi, qu'il y a un choc des civilisations. La réalité, c'est qu'il faut le dire, ça n'est pas une guerre de civilisation, ça n'est pas une guerre de religion. Et en France, nous avons une communauté qui est la communauté citoyenne. Et donc je partage en effet le questionnement sur cette forme de perte de repères moraux qu'il y a dans la société. Il y a des Français qui sont pris en otage et évidemment, moi j'espère que la France fait tout pour qu'ils soient libérés. Je pense que s'il faut qu'on négocie, il faut négocier même avec le diable parce que ce qui nous importe aujourd'hui, c'est bien de faire revenir sur notre sol et de faire libérer tous les otages, les 229 otages qui sont encore aux mains du Hamas. Mais j'explique aussi, et il me semble que ça n'est pas justifié, mais c'est essayer de comprendre, il y a en France ce que j'appelle une brèche mémorielle. C'est que pourquoi est-ce que ce conflit israélo-arabe est si prégnant? Pourquoi est-ce qu'il résonne tant avec la société française? C'est parce que nous avons nous-mêmes, la France a été un pays colonisateur, nous n'avons pas réglé la question des mémoires, nous n'avons pas fait la paix sur cette histoire et donc il y a une pénétration du discours que peuvent avoir le Hamas ou que peuvent avoir les Palestiniens dans la société. Je le fais rapide, en gros, les colonisés d'hier ont une sympathie pour les colonisés d'aujourd'hui, grosso modo. Alors que même les jeunes qui manifestent n'ont pas connu eux-mêmes la colonisation. Et donc je dis, si nous voulons nous prémunir de tout cela, notre arme, on n'en a qu'une, c'est la République. C'est la convergence des mémoires et ayons en tête que les islamistes s'engouffrent dans cette brèche mémorielle pour retourner contre la France certains de ces enfants qui sont des binationaux, qui sont des jeunes qui sont nés ici, qui ont grandi ici et qui ont des origines. Et donc je crois que évidemment il faut condamner l'antisémitisme et il faut expliquer que, et je fais référence à votre précédent invité Gilles Kepel qui parle du djihadisme d'atmosphère, moi je dis qu'il y a en France une forme d'antisémitisme d'atmosphère qu'on doit combattre résolument matin, midi et soir par une chose, la raison et le principe de laïcité qu'on a en France, qu'il n'y a pas en Israël, qu'il n'y a pas par exemple dans une grande partie des pays arabes. C'est notre arme la plus forte. Il faut la réaffirmer dans ces moments où la République se doit de protéger les Juifs. Et je termine, la lutte contre l'antisémitisme n'est pas que l'affaire des Juifs. C'est l'affaire de tous les citoyens, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion, parce qu'encore une fois, dans le principe de laïcité, il y a un élément fort, c'est qu'en France, il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté citoyenne et nous devons tous être concernés par ça, pas que les Juifs. Et là-dessus, Samuel Lejoy, on rappelle que depuis le 7 octobre, il y a eu plus d'actes antisémites que durant tout le reste de l'année écoulée. Oui, cette vague d'antisémitisme, elle est particulièrement inquiétante. Je crois que depuis que je suis engagé, ça fait maintenant quelques années, j'avais jamais perçu un tel niveau d'inquiétude chez les Français juifs. Et moi-même, en réalité, je n'avais sans doute jamais été aussi inquiet de la situation du pays. Ça pour deux raisons. D'abord, une chose que j'ai dit tout à l'heure, mais que je crois qui est importante à rappeler, la vague d'antisémitisme qu'on connaît actuellement,
elle a commencé le 7 octobre. Alors, évidemment, elle a commencé avant. Hein. On est sur un antisémitisme qui existe depuis très longtemps, celui issu de la haine d'Israël. Voilà, nous, on a fait une enquête sur l'antisémitisme à l'université la semaine d'avant le 7 octobre. 43% des étudiants juifs ont eu affaire à une insulte ou une menace sur cette question de la haine d'Israël. Bon. Mais donc, depuis le 7 octobre, on n'a pas attendu que les terroristes aient fini de couper les têtes des enfants en Israël pour que déjà il y ait des remarques antisémites en France et dans le monde. Donc ça, c'est quand même très violent. Hein. D'habitude, la dynamique de l'importation du conflit israélo-palestinien, dans laquelle on n'est pas, à mon avis d'ailleurs, on n'est pas dans cette dynamique-là, parce que cette dynamique, c'est on se venge sur les Juifs de ce qui est fait aux Palestiniens. Là, ça a commencé dès le 7 octobre. Et juste, je finis rapidement, c'est aussi inquiétant parce que ça monte et on a l'impression que chaque jour, il y a une chose plus grave que la veille. Et donc, on se demande jusqu'où ça va s'arrêter. Et qu'est-ce qui va pouvoir arrêter avant la catastrophe absolue ? Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Si vous voulez bien rester encore quelques instants, on va regarder ce qu'il y a à la une de nos quotidiens régionaux. Et Marion, c'est la tempête qui fait la une de beaucoup de nos quotidiens régionaux. Effectivement, la plupart des journaux évoquent cette tempête qui fait trembler la France, comme le titre Le Courrier Picard. C'est tout le quart nord-ouest du territoire qui est frappé. On retient son souffle, il dit la voix du Nord. Tout le littoral est en alerte, rappelle Sud-Ouest. Le journal consacre notamment un reportage à la commune de Lacanau qui se bat contre le recul du trait de côte. Conséquence des tempêtes, recul estimé à 2,5 mètres par an en Gironde. Je précise aussi qu'on apprend qu'un chauffeur a été tué cette nuit du fait de la tempête et que 1,2 million de foyers sont privés d'électricité. Enfin, ce matin, certains journaux ont un coup d'avance, comme le Télégramme qui propose un dossier, nos conseils en cas de dégâts. Et puis l'hebdomadaire Le Trégor qui conseille, lui, 6 balades à faire après la tempête, à pied ou à vélo autour de Lannion, Paimpol et Guingamp. Espérons que les chemins seront accessibles. C'est pas pour tout de suite. L'actualité internationale fait la une des dernières nouvelles d'Alsace. Oui, le quotidien évoque les premières évacuations de civils depuis Gaza et vers l'Égypte, principalement des blessés, des étrangers, des binationaux, soit près de 400 personnes. C'est la première fois que le terminal de Rafah est ouvert depuis le début du conflit. La Charente Libre s'intéresse aux paysans obligés de cumuler 2 emplois. Et ce, pour avoir de meilleurs revenus. Cela concernerait en France un quart des chefs d'exploitation. Le journal présente le parcours d'Antoine, céréalier et commercial à tiers-temps, et de Dominique, éleveur et chauffeur. C'est au moment de la crise du lait que Dominique a pris ce second emploi. Des situations qui révèlent la réalité économique très précaire de certains agriculteurs. Un paysan ne vit plus aujourd'hui de son travail de production, déplore la Confédération paysanne de Charente. On termine avec le Dauphiné qui salue l'arrivée des touristes. Des touristes même en automne, se réjouit le journal de Grenoble. Le quotidien nous apprend qu'alors que les stations n'ouvrent qu'à partir de début décembre, les promeneurs sont déjà au rendez-vous pour des randonnées ou des balades à vélo. La saison touristique s'étend donc même en montagne et pour les professionnels du tourisme. C'est une bonne nouvelle, eux qui s'inquiètent déjà de savoir s'il y aura de la neige cet hiver. Merci Marion pour cette revue de presse. Merci beaucoup Samuel Le Joyeux d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Jad Zab d'avoir été avec nous également. Merci Marion. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous à 18h, Sens Public avec Mathieu Croissando et nous on se retrouve demain. Très bonne journée.